J'étais seul lorsque ma belle-mère est morte. Puis sa dernière lettre a tout changé. J'étais seul près du lit d'hôpital de ma belle-mère lorsqu'elle est décédée. D'autres chambres résonnaient des familles solidaires, la mienne restait silencieuse, pas de mari, pas d'amis, pas d'appel, pas même une fausse excuse. Au moment où le médecin notait l'heure, une infirmière m'a tendu sa dernière lettre. À l'intérieur se trouvaient des noms, une clé et une instruction glaçante. Le moniteur afficha une ligne plate à 15h42 un mardi, non pas avec un bip dramatique comme dans les films, mais avec un bourdonnement doux et continu qui semblait s'étirer à l'infini. Je suis resté figé, mes mains toujours enroulées autour des doigts refroidissants de Holly, réalisant que j'étais désormais la seule personne vivante dans la pièce. Ma belle-mère venait de rendre son dernier soupir, et j'étais complètement seul. « Madame Walsh, tout va bien ?» Une infirmière apparut à l'embrasure de la porte, un presse-papier contre sa poitrine. Ses yeux exprimaient la sympathie exercée de quelqu'un qui est témoin de la mort quotidiennement mais n'y est toujours pas insensible. J'ai hoché la tête machinalement, la gorge trop nouée pour parler. Le couloir derrière elle bourdonnait de vie, des membres de famille étreignant des médecins, des enfants serrant des ballons pour des parents en convalescence, des couples âgés se tenant la main sur les chaises de la salle d'attente. Et moi, j'étais là, dans une bulle de silence que personne n'avait pris la peine de percer. Je les ai rappelés, ai-je finalement réussi à dire, ma voix d'une petitesse embarrassante. Mon mari et sa sœur. Ils ont dit qu'ils venaient. L'expression de l'infirmière s'adoucit de compréhension. Elle avait été là ces 3 derniers jours pendant que je maintenais ma veille. Elle m'avait vu passer ses appels, laisser ses messages, envoyer ses textos de plus en plus désespérés. Elle avait été témoin de l'embrasure de porte vide chaque fois que je levais les yeux avec espoir au son de pas. Certaines personnes ont du mal avec les adieux, offrit-elle gentiment, mais nous savions toutes les deux qu'il ne s'agissait pas de difficultés, il s'agissait de choisir de ne pas être présent. À travers le mur, je pouvais entendre les faibles bruits de célébration de la chambre voisine. Quelqu'un rentrait chez lui aujourd'hui. Le contraste rendait mon isolement comme un poids physique sur ma poitrine. Je devrais appeler les pompes funèbres, ai-je marmonné en attrapant mon téléphone. 3 appels manqués du travail, aucun de Travis ou Stella. Le médecin s'occupera d'abord de la paperasse, expliqua l'infirmière, me guidant doucement pour m'asseoir sur la chaise que j'avais à peine quittée depuis 72 heures. Et il y a autre chose. Holly a laissé ceci pour vous. De sa poche, elle sortit une enveloppe cachetée, légèrement cornée au coin. Mon nom y était écrit de l'écriture distinctive de Holly, des lettres pointues, anguleuses, qui restaient élégantes malgré sa maladie. Elle m'a fait promettre de vous la donner seulement après son départ, expliqua l'infirmière. Elle était très insistante. Mes doigts tremblaient en l'acceptant. Depuis 3 ans que j'étais marié à Travis, Holly avait toujours été polie mais distante. Nous n'étions pas proches, pas des confidentes partageant des secrets. Que pouvait-elle bien avoir à me dire qui ne pouvait être dit de son vivant? J'ai brisé le seau avec précaution et j'ai sorti une seule feuille de papier. À l'intérieur se trouvait une clé, scotchée en haut de la page, vieille et légèrement rouillée. En dessous, une adresse que je ne reconnaissais pas et une seule ligne de texte qui me glaça le sang, ils ne m'ont jamais aimé. Maintenant, ils apprendront ce que signifie être oublié. Est-ce que tout va bien? Demanda l'infirmière, remarquant mon expression. Oui, ai-je menti, pliant rapidement le papier. Juste quelques dernières pensées. Après avoir signé les formulaires nécessaires et recueilli les maigres effets personnels de Holly ou une chemise de nuit, des lunettes de lecture et un livre de poche usé, je suis sorti de l'hôpital dans un état second. Le soleil de fin d'après-midi semblait inappropriément brillant. Sur le parking, des familles aidaient des patients à monter dans des voitures, certaines avec des ballons ou des fleurs, d'autres avec de nouveaux bébés. La vie normale continuait tandis que la mienne semblait suspendue. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 20 minutes avant de pouvoir me résoudre à tourner la clé. Pendant ces moments, j'ai revécu les dernières semaines de Holly dans mon esprit, son retrait croissant, les longs silences ponctués de commentaires critiques que j'avais attribués aux médicaments, la façon dont elle me fixait parfois quand elle pensait que je ne la regardais pas, comme si elle essayait de mémoriser mon visage ou, peut-être, réalisais-je maintenant, comme si elle prenait une décision. Le trajet jusqu'à la maison semblait surréaliste, feu de circulation, piétons, la vie quotidienne continuant tandis que je portais le poids de la mort de Holly et de son message mystérieux. J'ai vérifié mon téléphone à un feu rouge où toujours rien de Travis ou Stella. J'accrochais mon manteau quand mon téléphone a finalement sonné. Le nom de Travis s'est allumé sur l'écran, et un mélange complexe de soulagement et de colère m'a envahi. « Salut, ma belle » dit-il nonchalamment. «
Tu rentres bientôt? Tu as pensé à prendre des provisions? On n'a presque plus rien. La normalité de son ton m'a fait m'agripper au comptoir pour me soutenir. Holly est morte aujourd'hui, ai-je dit d'un ton neutre. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Oh, a-t-il finalement dit. Quand est-ce que c'est arrivé? 15h42, ai-je répondu, ma voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur mon visage. Tu l'aurais su si tu avais répondu à l'un de mes appels. Une autre pause. Écoute, j'avais des réunions toute la journée. Tu sais comment c'est. Sa voix baissa légèrement. Bon, elle n'a jamais été facile. J'ai mis fin à l'appel sans répondre. La maison, notre maison, me parut soudain insupportablement vide. Sur la table de la cuisine se trouvaient des factures, des magazines détritus de la vie normale qui semblaient maintenant insignifiants et dans ma main, la note de Holly brûlait comme un charbon ardent. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Travis est rentré tard, s'est glissé dans le lit sans parler, et était parti avant l'aube pour une réunion matinale. Je suis resté éveillé jusqu'aux premières lueurs, la clé de l'enveloppe de Holly s'enfonçant dans ma paume alors que je la serrais. À 7 heures du matin, j'avais pris ma décision. J'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai programmé l'adresse de la note de Holly dans mon GPS. Il m'a conduite à 30 miles en dehors de la ville, sur des routes de campagne de plus en plus étroites, jusqu'à ce que j'atteigne une allée de gravier presque cachée par des buissons envahissants. Un portail en fer forgé rouillé était entrouvert, comme s'il m'attendait. Le cottage au-delà était petit et usé par le temps, sa peinture autrefois blanche s'écaillant pour révéler le bois gris en dessous. Des rosiers sauvages avaient envahi tout un mur, leurs branches épineuses grattant contre des vitres déformées. Il avait l'air abandonné, oublié par le temps lui-même. La clé s'ajustait parfaitement dans la serrure ternie. En poussant la porte, elle grinça en signe de protestation, révélant une maison figée dans le temps. Des grains de poussière dansaient dans les rayons de soleil qui traversaient des rideaux partiellement fermés. Des livres garnissaient des étagères le long d'un mur, des albums photos étaient empilés sur une table basse, et sur la table de la cuisine, bien en évidence au centre, se trouvait une autre enveloppe, à ouvrir à mon décès par mon avocat. Je suis entré complètement, refermant la porte derrière moi. L'air sentait le vieux papier et une légère odeur de lavande. Alors que la poussière retombait autour de moi, j'ai réalisé que je me tenais dans la vraie maison de Holly, pas dans l'établissement de vie assistée stérile où Travis avait insisté pour qu'elle reste. C'était là que son cœur était resté, et d'une manière ou d'une autre, pour des raisons que je ne pouvais pas encore comprendre, elle avait choisi de partager ce lieu secret avec moi, et moi seul. Je me suis assise à la table de la cuisine dans le cottage caché de Holly pendant près d'une heure, fixant l'enveloppe destinée à son avocat. Les surfaces couvertes de poussière autour de moi racontaient une histoire d'abandon non pas de négligence, mais de préservation délibérée. Cet endroit avait attendu, tout comme l'enveloppe entre mes mains. Le nom sur la deuxième enveloppe indiquait « Margaret Keller, avocate », avec une adresse en centre-ville. J'ai trouvé le numéro en ligne et j'ai appelé immédiatement, mon cœur battant à chaque sonnerie. « Service juridique Keller », répondit une voix vive et professionnelle. « Je m'appelle Courtney Walsh, commençai-je, ma voix étonnamment ferme. Ma belle-mère, Holly Walsh, est décédée hier. Elle m'a laissé une enveloppe qui vous est adressée. » Une pause s'étira sur la ligne. Madame Walsh, j'attendais votre appel. Je suis profondément désolé pour votre perte. La formalité de son ton se mua en quelque chose de plus sincère. Holly était une femme remarquable. Pourriez-vous venir à mon bureau demain matin? Nous avons des affaires à discuter. Bien sûr, ai-je convenu. Dois-je apporter l'enveloppe? S'il vous plaît. Et, Madame Walsh, Holly était très précise quant à ses souhaits. Elle a demandé que tous les bénéficiaires désignés soient présents pour la lecture de son testament. Cela inclurait Travis et Stella Walsh. Mon estomac se noie. Ils devront être là en personne? J'en ai bien peur. Holly était très insistante sur ce point. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver Travis affalé sur le canapé, regardant les meilleurs moments d'un match de basket. Il a à peine levé les yeux quand je suis entré. « Où étais-tu toute la journée » demanda-t-il, les yeux toujours fixés sur l'écran. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, étudiant son profil la même mâchoire forte que celle de Holly, mais sans son caractère. Je me suis occupé des affaires de ta mère, puisque personne d'autre n'a pris la peine de se montrer quand elle est morte. Cela a attiré son attention. Il a coupé le son de la télévision. Ne commence pas avec le discours culpabilisateur, Courtney.
Maman et moi avions nos problèmes, tu le sais. Son avocate a appelé, ai-je continué, ignorant sa défensive. Nous devons être à son bureau demain matin pour la lecture du testament. Toi et Stella. Il a reniflé. Quel testament? Maman n'avait que des factures médicales. Néanmoins, son avocate insiste pour que nous soyons tous présents. Madame Keller a dit que Holly était très précise à ce sujet. Travis a levé les yeux au ciel mais a haussé les épaules. Très bien, j'appellerai Stella. Le lendemain matin, Travis nous a conduits en centre-ville dans un silence irrité. Nous avons retrouvé Stella devant le modeste bâtiment en briques qui abritait les services juridiques Keller. Elle fumait, son visage anguleux crispé par l'agacement. C'est ridicule, marmonna-t-elle en écrasant sa cigarette. J'ai dû prendre un congé sans solde pour ça. Nous sommes entrés ensemble dans le bâtiment, une famille seulement au sens le plus technique du terme. Le bureau de Madame Keller était petit mais impeccable, meubles en noyer, livres de droit et une unique orchidée sur le rebord de la fenêtre. L'avocate elle-même correspondait à son environnement, cheveux argentés, impeccablement vêtue, avec des yeux perspicaces qui semblaient nous évaluer instantanément. Deux femmes plus âgées étaient déjà assises dans les fauteuils des visiteurs, Diane et Eleanor, des amies de l'église de Holly que j'avais rencontrées lors de réunions de fête des années auparavant. Elles ont hoché la tête poliment mais semblaient aussi confuses que nous quant à leur présence. Merci à tous d'être venus, commença Madame Keller une fois que nous fûmes assis. En tant que représentante légale de Holly ces 15 dernières années, j'ai été chargé d'exécuter ses dernières volontés. Travis consulta sa montre ostensiblement. Stella tapait du pied, les bras croisés défensivement sur sa poitrine. Procédons, continua Madame Keller, chaussant des lunettes de lecture et ouvrant un portefeuille en cuir. Ceci est le dernier testament et les dernières volontés de Holly Elizabeth Walsh, révisé et notarié il y a 2 mois. Elle commença à lire le langage formel du document. Travis et Stella échangèrent des regards ennuyés. Diane et Eleanor étaient assises, respectueusement attentives. Je serrai mon sac à main, à l'intérieur duquel reposaient les 2 enveloppes que Holly m'avait laissées. Passons à la distribution des biens, continua Madame Keller. À mon fils, Travis Walsh, Travis se redressa légèrement, je lègue mon pardon, bien que tu ne l'aies pas mérité. La pièce devint silencieuse. Le pied de Stella cessa de taper. À ma fille, Stella Walsh, je lègue mon alliance, que tu as autrefois admirée. Puisse-t-elle te rappeler que les promesses doivent être tenues? Le visage de Stella devint cramoisi. À mes amis, Diane Mercer et Eleanor Thompson, je lègue ma gratitude pour la gentillesse que vous m'avez témoignée durant ma dernière année et une somme de $5000 chacune. Les 2 femmes échangèrent des regards surpris. Et à ma belle-fille, Courtney Walsh, je lègue l'intégralité de ma succession restante, y compris ma résidence principale au 47 Willow Lane, tous les comptes bancaires, portefeuille d'investissement, police d'assurance et biens personnels. Le silence se brisa. Quoi? La voix de Stella trancha la pièce. C'est absurde. Travis bondit sur ses pieds. Il doit y avoir une erreur. Courtney connaissait à peine ma mère. Madame Keller resta parfaitement calme. Il n'y a aucune erreur. Holly était saine d'esprit lorsqu'elle a fait ces changements. Des changements, exigea Travis. Quels changements? Lorsque votre mère a révisé son testament, le 15 mars de cette année, peu après avoir reçu son diagnostic terminal. Travis se tourna vers moi, le visage déformé par la suspicion. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Que as-tu fait? Tu l'as manipulée pendant qu'elle était droguée? Tu as profité de sa confusion? Je n'en avais aucune idée, murmurai-je, sincèrement choqué. Puis un souvenir refit surface. Elle m'a demandé de la conduire à un rendez-vous en centre-ville en mars. Elle a dit que c'était pour son plan de médication. J'ai attendu dans la voiture. Je n'ai jamais su. Comme c'est pratique, cracha Stella. Le numéro de la belle-fille dévouée a parfaitement fonctionné, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons contester cela. Maman n'était pas dans son bon sens. Madame Keller s'éclaircit la gorge. J'avais anticipé cette réaction. Holly aussi. Elle fit glisser un document sur la table. Ceci est une évaluation psychiatrique réalisée une semaine avant que Holly ne change son testament, certifiant sa compétence mentale. Elle a également enregistré une déclaration vidéo expliquant ses décisions, qui sera fournie au tribunal si nécessaire. Le visage de Travis était devenu pâle. Combien? Demanda-t-il d'une voix rauque.
Combien a-t-elle laissé? Madame Keller me jeta un coup d'œil. Le cottage seul vaut environ 300 000 $. Il y a des comptes d'investissement totalisant un peu plus de 270 000 $ et des polices d'assurance d'une valeur de 150 000 $. Holly vivait modestement mais investissait judicieusement. Diane et Eleanor me regardaient avec un mélange de surprise et d'autre chose, du respect, peut-être, ou de la justification. Ceci est juridiquement contraignant, continua Madame Keller. Mon bureau s'occupera du transfert de tous les actifs. Et maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je dois parler en privé avec Madame Walsh. Après que Travis et Stella furent sortis en trombe, suivis par les deux amis, Madame Keller me tendit une troisième enveloppe. Holly m'a demandé de vous donner ceci après la lecture, dit-elle. Vous comprendriez. Seul dans son bureau, je l'ouvris avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une seule feuille du papier à lettres de Holly, son écriture précise formant un seul paragraphe, ne pardonne à personne. Laisse-les supplier. Laisse-les s'agenouiller. Et quand ils le feront, souris, tourne-toi et va-t'en. J'ai plié la note soigneusement et l'ai placée dans mon sac à main à côté des autres. Quand j'ai levé les yeux, Madame Keller me regardait avec une compréhension tranquille. Elle vous a choisi pour une raison, dit doucement l'avocate. Pas seulement comme sa bénéficiaire, mais comme sa voix. À ce moment-là, j'ai enfin compris. Holly ne m'avait pas simplement laissé de l'argent ou des biens, elle m'avait donné quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir qu'elle n'avait jamais eu dans la vie, et avec lui, une mission qui mettrait à l'épreuve chaque partie de moi. Dehors, Travis attendait près de la voiture, son expression un orage de confusion et de rage. Stella avait disparu. En m'approchant, j'ai senti quelque chose changer en moi, une nouvelle force coulant dans mes veines. La voix de Holly semblait me murmurer à l'oreille, maintenant, ils apprendront ce que signifie être oublié. Le trajet de retour du bureau de Madame Keller fut atroce. Travis crispait ses doigts sur le volant, sa mâchoire si serrée que je pouvais voir un muscle tressaillir sous sa peau. Aucun de nous ne parlait. Le silence pesait entre nous comme un troisième passager, lourd d'accusations inexprimées. Je vais rester au cottage ce soir, ai-je finalement dit alors que nous nous garions dans notre allée. J'ai besoin de trier certaines affaires de Holly. Travis me jeta un regard de côté, le calcul remplaçant la colère dans ses yeux. Prends tout ce dont tu as besoin. Cela doit être bouleversant pour toi. Le changement soudain de son ton me fit frissonner. J'ai rassemblé un sac de voyage sans un mot de plus et je suis retourné à la maison secrète de Holly, ma maison maintenant, selon le testament. Le cottage semblait différent dans le crépuscule naissant, moins abandonné, plus dans l'attente. J'ai allumé des lampes, balayé les toiles d'araignée et préparé une tasse de thé dans la cuisine, où la poussière recouvrait chaque surface. Sur une étagère près de la cheminée, j'ai découvert une rangée de journaux intimes reliés en cuir s'étalant sur des décennies, chacun étiqueté d'une année avec l'écriture précise de Holly. J'ai choisi le plus récent et me suis installé dans un fauteuil près de la fenêtre. Dehors, les grillons commençaient leur chœur du soir. Alors que je tournais la première page, Ben est parti depuis 7 ans aujourd'hui, avait écrit Holly. Travis a appelé pour la première fois depuis des mois. Il avait besoin d'argent pour des réparations de voiture. Je le lui ai donné parce que je suis une idiote qui croit encore que l'amour d'une mère devrait être inconditionnel. Ben serait furieux contre moi. J'ai lu jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Journal après journal révélait une femme que je n'avais jamais vraiment connue, vive, observatrice et de plus en plus isolée. Holly avait tout documenté, les demandes financières croissantes de Travis, les remarques acerbes de Stella sur ses choix vestimentaires, embarrassants, et ses opinions, dépassées, les amis qui s'éloignaient lorsque sa maladie rendait la socialisation difficile. Appelé Travis 3 fois cette semaine, lisait-on dans une entrée datant d'à accent grave peine 6 mois. Il filtre mes appels. Quand il a finalement répondu, j'entendais un match de basket en arrière-plan. Il a dit qu'il était débordé mais qu'il viendrait bientôt. C'était en février. Nous sommes maintenant en juin. Le plus déchirant était ses descriptions des vacances passées seules. J'ai quand même fait une petite dinde. Mis la table pour 4 par habitude, bien que je savais que personne ne viendrait. Stella a texté, il passe Noël avec la famille de son petit ami dans le Vermont. Travis n'a même pas pris la peine de trouver une excuse cette année. J'ai dormi par intermittence cette nuit-là, les mots de Holly résonnant dans mes rêves. Le lendemain matin, j'ai découvert un coffre en bois caché sous le lit dans la chambre principale. À l'intérieur se trouvaient des paquets de lettres nouées avec un ruban délavé, une correspondance entre Holly et Ben couvrant leurs 40 ans de mariage.
Une lettre, datée de quelques semaines seulement avant la mort de Ben, m'a particulièrement frappé. Ma très chère Holly, avait écrit Ben d'une écriture tremblante. Le médecin dit qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, alors je dois dire ce qui compte. Nos enfants sont devenus des étrangers pour nous, non pas en un moment dramatique, mais en 1000 petites trahisons. Tu voudras tout leur laisser parce que c'est ce que font les mères. Ne le fais pas. Ne récompense pas ceux qui nous ont abandonnés à l'heure de notre besoin. Souviens-toi de ce que nous avons construit ensemble, Holly. Fais ce qui est juste, même si c'est difficile, même si cela te brise le cœur. J'ai soigneusement remis la lettre dans son enveloppe, comprenant maintenant les germes de la décision finale de Holly. Ce n'étaient pas les actions amères d'une vieille femme vindicative, c'étaient les choix réfléchis de quelqu'un qui avait finalement reconnu une vérité douloureuse. Certains liens, même les liens du sang, ne valent pas la peine d'être préservés quand ils ont été étirés au-delà de toute reconnaissance. Mon téléphone a vibré avec le nom de Travis à l'écran. J'ai hésité avant de répondre. « Salut », dit-il, sa voix anormalement joyeuse. « Je prends juste de tes nouvelles. J'ai fait tes pâtes préférées pour le dîner si tu veux rentrer à la maison. » « Je vais rester ici une nuit de plus », ai-je répondu. « Il y a beaucoup de choses à trier. »« Pas de problème, » dit-il doucement. Je pensais, pourquoi ne ferions-nous pas un week-end bientôt? Juste nous, comme au bon vieux temps. Nous pourrions utiliser un peu de temps pour nous reconnecter après tout ce qui s'est passé. Son attente transparent me retourna l'estomac. Peut-être, dis-je d'un ton évasif. Je te tiendrai au courant. Pendant la semaine suivante, la métamorphose de Travis fut à la fois fascinante et répulsive à observer. Il appelait quotidiennement avec des questions attentionnées sur mon bien-être. Il nettoyait la maison, cuisinait des repas élaborés les soirs où je rentrais, m'achetait même des fleurs. La performance était impeccable mais creuse, ses yeux restaient calculateurs, guettant tout signe que sa stratégie fonctionnait. Puis l'assignation du tribunal est arrivée. Requête en contestation de la validité du testament, proclamait le document en caractères gras. Stella avait déposé une contestation formelle, affirmant que Holly n'était pas saine d'esprit et avait été soumise à une influence indue. Les allégations me dépeignaient comme une opportuniste manipulatrice qui avait isolé Holly et l'avait montée contre sa famille. J'ai appelé Madame Keller immédiatement, les mains tremblantes. Je m'attendais à cela, dit-elle calmement. Stella a consulté 3 avocats différents avant d'en trouver un assez désespéré pour prendre son cas. Ne vous inquiétez pas, Holly avait anticipé cette réaction et s'était largement préparée. 2 jours avant l'audience, Madame Keller m'a invité à son bureau pour revoir leur stratégie. Elle a placé un petit enregistreur numérique sur son bureau. Holly a fait ses enregistrements durant ces derniers mois, expliqua-t-elle, en pleine connaissance de cause et avec son consentement. Elle appuya sur lecture. La voix de Holly, plus mince que dans mon souvenir mais claire et articulée, emplit la pièce. Ma fille, Stella, est venue me voir aujourd'hui pour la première fois en 8 mois. Elle a passé 12 minutes à se plaindre de son travail, 20 minutes à faire défiler son téléphone, et est partie quand j'ai mentionné les résultats de mon dernier scanner. Elle m'a demandé si elle pouvait emprunter les boucles d'oreilles en diamant de ma mère. J'ai dit non. Elle m'a traité d'égoïste. Madame Keller arrêta l'enregistrement. Il y en a des dizaines d'autres comme celui-ci. Holly documentait leur comportement bien avant de changer son testament. Combiné à son évaluation psychiatrique et au témoignage de son médecin, Stella n'a aucune chance. La salle d'audience était petite et étouffante. Stella était assise avec son avocat, un homme nerveux aux cheveux clairsemés qui n'arrêtait pas de remuer ses papiers. Travis était assis directement derrière eux, séparés mais clairement alignés. Quand je suis entré avec Madame Keller, son expression s'est brièvement fissurée pour révéler une hostilité nue avant de se lisser en une neutralité concernée. L'audience a duré moins d'1 heure. Le juge a écouté impassiblement l'avocat de Stella présenter leur dossier fragile. Quand ce fut le tour de Madame Keller, elle a méthodiquement démantelé chaque accusation avec des documents, des témoignages médicaux et, finalement, les enregistrements de Holly. Le juge a rejeté la contestation, ordonnant à Stella de payer les frais de justice. Les suites furent rapides et inattendues. Le journal local publia un petit article sur l'affaire. Les gens parlaient. Les amis de Stella commencèrent à trouver des excuses pour annuler des projets. La boutique où elle travaillait à temps partiel lui demanda de prendre un peu de temps jusqu'à ce que les choses se calment. Son petit ami cessa d'apparaître dans ses publications sur les réseaux sociaux. La façade soigneusement construite de Travis s'effondra cette nuit-là. Quand je suis rentré à la maison pour emballer davantage de mes affaires,
il attendait, un verre de whisky à moitié vide à la main. Heureuse maintenant, siffla-t-il, toute prétention disparue. Tu as monté ma propre mère contre moi d'outre-tombe. Holly a fait ça toute seule, ai-je répondu calmement. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour en être témoin. Tu te crois si intelligente, siffla-t-il en se rapprochant. Tu as joué la belle-fille parfaite tout en complotant pour tout voler. À ce moment-là, j'ai vu Travis clairement, non pas comme mon mari, ni même comme le fils de Holly, mais comme l'homme égoïste et privilégié que les deux femmes avaient fini par reconnaître. La révélation n'était pas dramatique, c'était simplement la dernière pièce qui se mettait en place. Je vais déménager au cottage de façon permanente, ai-je dit en le contournant. Tu peux garder cette maison pour l'instant. Nous discuterons des termes du divorce par l'intermédiaire de nos avocats. Divorce ? Son visage se déforma sous le choc authentique. Tu ne peux pas être sérieuse. Après tout ce que j'ai fait pour toi. La question flotta dans l'air entre nous, si absurde que j'ai failli rire. Au lieu de cela, je suis monté faire mes valises, les mots de Holly de sa lettre résonnant dans mon esprit, ne pardonne à personne. Laisse-les supplier. Laisse-les s'agenouiller. Le cottage devint mon sanctuaire pendant la procédure de divorce. Je passais mes journées à trier les affaires de Holly, découvrant de nouvelles facettes de sa vie à chaque boîte et tiroir que j'explorais. La nuit, je dormais dans sa chambre, étrangement réconforté par le papier peint floral délavé et le doux tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir. 3 semaines après avoir quitté notre maison, Travis apparut sur le seuil du cottage. L'assurance fanfaronne avait disparu, remplacée par une humilité soigneusement construite qui n'atteignait pas ses yeux. Il se tenait les mains dans les poches, les épaules légèrement voûtées. « On peut parler ?» demanda-t-il, essayant de regarder par-dessus mon épaule à l'intérieur du cottage. Je suis sorti plutôt que de l'inviter à entrer, fermant fermement la porte derrière moi. L'espace de Holly n'était pas fait pour qu'il l'envahisse. La banque a appelé, dit-il après un silence gêné. Ils remettent en question certains des prêts commerciaux sans le pouvoir de co-signature de maman. Il s'interrompit, les yeux fixés sur un point juste derrière mon épaule. Et, les jeux incitaient, refusant de lui faciliter la tâche. Je suis dans une situation difficile, cours. Juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. 5 000 couvrirait l'hypothèque de ce mois-ci et le paiement de la voiture. J'ai étudié son visage, le visage à côté duquel je m'étais réveillé pendant 3 ans, pensant connaître la personne derrière. Ta mère m'a tout légué, ai-je répondu d'un ton égal. Tu ne lui as rien laissé. Je ne fais que suivre ses souhaits. Sa façade soigneusement construite se fissura. Elle est morte. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire maintenant ? Il ne s'agit plus de maman, il s'agit de toi qui es vindicative. Non, Travis, il s'agit de conséquences. Holly t'a vu clairement à la fin, et maintenant, moi aussi. Alors qu'il retournait en trombe à sa voiture, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement la certitude tranquille que j'honorais la dernière requête de Holly. Stella vint ensuite, non pas en personne, mais par un message vocal frénétique laissé à 2 heures du matin. Mon propriétaire menace de m'expulser, bredouilla-t-elle, clairement intoxiquée. J'ai perdu mon travail à cause de cette stupide affaire judiciaire. Tout ça, c'est de ta faute. Le moins que tu puisses faire, c'est m'aider. J'ai supprimé le message sans répondre. Le cottage lui-même semblait avoir des opinions sur mes choix, chaque fois que je refusais leurs supplications, les vieilles planches du plancher craquaient dans ce qui ressemblait à une approbation. Alors que le printemps progressait vers l'été, j'ai commencé à transformer l'espace, guidé par les entrées des journaux de Holly. J'ai toujours voulu que cet endroit soit rempli de conversations et de rires, avait-elle écrit une fois. Ben et moi rêvions d'organiser des rassemblements pour nos amis, pour la communauté. Puis la vie s'en est mêlée, et d'une manière ou d'une autre, cela ne s'est jamais produit. J'ai engagé des entrepreneurs locaux pour réparer le porche affaissé et moderniser la plomberie. J'ai peint les murs dans des couleurs chaudes et accueillantes et remplacé les tapis élimés par du parquet poli. La touche finale fut une enseigne en bois sculptée à la main au-dessus de la porte d'entrée, le havre de Holly. Madame Keller m'a aidé à créer une fondation à but non lucratif avec une partie des investissements de Holly. Nous avons ouvert les portes le jour de ce qui aurait été le 73e anniversaire de Holly, offrant à la communauté un lieu pour des groupes de soutien au deuil, des programmes de compagnie pour personnes âgées et des dîners communautaires hebdomadaires. Holly aurait adoré ça, dit Diane, les yeux humides alors qu'elle visitait l'espace rénové. Elle était devenue une visiteuse régulière pendant le processus de rénovation,
partageant des histoires sur Oli qui peignait un tableau vivant de la femme avant que la solitude et la maladie n'aient émoussé son esprit. Elle était toujours la première à organiser une chaîne de repas quand quelqu'un était malade, ajouta Eleanor, ajustant une photographie de Oli que j'avais accrochée dans l'entrée. Vous vous souvenez comment elle donnait ses cours de cuisine à l'église? Elle faisait en sorte que tout le monde se sente comme en famille. L'ironie ne m'échappait pas, Oli avait créé des liens familiaux avec de parfaits inconnus tandis que ses propres enfants l'avaient abandonné. Mais grâce au travail de la fondation, un nouveau récit émergea. Les gens en ville commencèrent à parler de Oli différemment, non plus la vieille femme recluse morte seule, mais l'esprit généreux dont l'héritage rassemblait la communauté. 6 mois après la mort de Oli, Travis fit son coup le plus calculé. Il m'invita à déjeuner dans notre ancien restaurant préféré, un lieu italien intime où nous avions célébré des anniversaires et des fêtes. Il arriva tôt, s'assurant notre table habituelle près de la fenêtre. Quand je m'assis, il attrapa immédiatement mes mains par-dessus la table. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, sa voix basse et sincère. Beaucoup d'introspection. Je n'ai pas été le mari que tu méritais. Je n'ai pas été le fils dont ma mère avait besoin. Je retirai mes mains des siennes, l'observant attentivement. Je veux que nous recommencions, court. Renouveler nos vœux, reconstruire ce que nous avions. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche et la plaça entre nous. J'ai trouvé la bague de fiançailles de maman dans ses affaires avant que tout n'arrive. Elle aurait voulu que tu l'aies. Le mensonge était si flagrant qu'il m'a presque coupé le souffle. La bague de fiançailles de Oli était enfermée dans ma boîte à bijoux au cottage, l'un des rares objets personnels qu'elle avait gardé avec elle à l'établissement de vie assistée et qui m'avait été rendu avec ses effets. Ce n'est pas sa bague, Travis, dis-je calmement. Son sang-froid vacilla un instant avant qu'il ne se reprenne. Eh bien, elle est similaire. L'important, c'est que je veux arranger les choses. Retrouve-moi au parc Riverside ce week-end. Nous pourrons parler de notre avenir. J'ai accepté, plus curieuse que conflictuelle quant à ce qu'il pourrait essayer ensuite. Le parc était embrasé des couleurs de l'automne quand je suis arrivé samedi. Travis attendait près du pont de pierre où il m'avait demandé en mariage 3 ans plus tôt, son sens théâtral de la symétrie pleinement exposé. Il avait même apporté du champagne et 2 flûtes. « Tu es venu, dit-il, incapable de cacher sa surprise et son soulagement. Oui. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une enveloppe Kraft. J'ai aussi apporté quelque chose pour toi. » Son visage s'éclaira alors qu'il la prenait, s'attendant sans doute à un signe de capitulation. Au lieu de cela, il trouva les papiers du divorce, déjà signés par moi. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, bien que la réponse fût clairement énoncée sur la première page. « Exactement ce que ça a l'air d'être. Tu as fait tes choix il y a longtemps, Travis. Maintenant, je fais les miens. » « Tu ne peux pas faire ça, bredouilla-t-il, après tout ce que j'ai fait pour arranger les choses. »« Tu n'as rien fait pour arranger les choses, le corrigeai-je. Tu as tout fait pour mettre la main sur l'argent de Oli. Il y a une différence. » Il déchira les papiers en 2, un geste enfantin qui ne changea rien. Mon avocat avait les originaux. « Ce n'est pas fini, menaça-t-il en s'éloignant furieusement. Mais c'était fini. 2 jours plus tard, un courriel de Stella arriva. Disparu, la colère arrogante de ses communications précédentes, à sa place, des excuses soigneusement rédigées et un appel sincère à l'aide. « J'ai touché le fond, » écrivit-elle. « Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je suis désespéré. Même un petit prêt ferait une différence en ce moment. » J'ai longuement réfléchi à ces mots, me souvenant de la dernière lettre de Oli. Puis j'ai scanné cette lettre et l'ai jointe à ma réponse. Rien de plus, rien de moins, ne pardonne à personne. Laisse-les supplier. Laisse-les s'agenouiller. Et quand ils le feront, souris, tourne-toi et va-t'en. J'ai bloqué son adresse électronique immédiatement après. Ce soir-là, j'ai traversé le Havre de Oli après que tout le monde fut parti. La pièce contenait encore les échos des conversations de la journée, des voisins âgés partageant des histoires autour d'un thé, une jeune veuve trouvant du réconfort dans un groupe de soutien, des enfants riant pendant un programme périscolaire. Pour la première fois depuis la mort de Oli, j'ai senti un véritable sentiment de paix m'envahir. Je n'étais plus seulement l'épouse de quelqu'un. Je n'étais plus seulement la belle-fille de quelqu'un. J'étais une femme debout par ses propres moyens, portant l'héritage d'une autre femme qui avait été lésée et qui avait refusé de mourir en silence. J'ai caressé du doigt les dos des journaux de Oli, maintenant exposés sur une étagère spéciale dans la salle commune.
Je comprends maintenant, ai-je murmuré à la pièce vide. C'est ce que tu voulais depuis le début. Une année s'écoula comme on tourne les pages d'un des journaux de Holly, parfois lentement, parfois dans un tourbillon d'activité, mais chaque jour ajoutant à une histoire qui était encore en train de s'écrire. Le havre de Holly prospéra au-delà de mes attentes les plus folles. Ce qui avait commencé comme un modeste espace communautaire bourdonnait maintenant d'activités quotidiennes, cours d'art pour seniors le lundi après-midi, cercle de soutien au deuil le mardi soir, dîner communautaire le mercredi où des inconnus devenaient amis autour de lasagne maison et de tartes aux pommes. Le cottage qui avait autrefois été vide et oublié pulsait maintenant de vie. À l'anniversaire du décès de Holly, nous avons dévoilé une fresque murale dans le hall d'entrée. L'artiste local avait travaillé à partir de photographies que j'avais trouvées dans les albums de Holly, des images de Holly et Ben dans la force de l'âge, assis sous le chêne tentaculaire qui se dressait encore majestueusement derrière le cottage. Dans la peinture, ils étaient jeunes et vibrants, la tête de Holly rejetée en arrière dans un rire tandis que Ben la contemplait avec une adoration non dissimulée. Cela les capture parfaitement, remarqua Eleanor lors de la cérémonie de dévoilement, s'épongeant les yeux. C'est exactement comme ils étaient avant, eh bien, avant que tout ne change. Le tout auquel elle faisait référence flottait tacitement entre nous, la mort de Ben, l'abandon de la famille, l'isolement de Holly. Mais la fresque murale représentait quelque chose de différent, non pas une fin, mais une continuation. Holly aurait détesté tout ce remue-ménage, dit Diane avec un gloussement larmoyant, désignant la foule rassemblée pour le dévoilement, mais secrètement, elle l'aurait adoré aussi. J'ai hoché la tête, la gorge serrée par l'émotion. Elle aurait fait semblant d'être embarrassée tout en mémorisant chaque détail pour écrire à ce sujet plus tard. Ce soir-là, après que tout le monde fut rentré chez soi, je me suis assise seule dans ce qui avait été autrefois la chambre de Holly mais qui servait maintenant de bureau. Le journal local avait couvert le dévoilement, et j'ai tracé du doigt le titre « Le Havre de Holly célèbre une année de service communautaire ». L'article mentionnait la prochaine foire de la santé pour les aînés que nous organisions et citait plusieurs participants au programme sur la différence que le centre avait faite dans leur vie. Mon téléphone a vibré avec un texto de Madame Keller, Holly serait fière. Pas seulement du centre, mais de toi. La semaine suivante, j'ai reçu une invitation à prendre la parole lors d'une conférence régionale sur les soins aux personnes âgées et le soutien communautaire. L'organisatrice avait visité le Havre de Holly lors d'une journée portes ouvertes et avait été impressionnée par nos programmes. Nous serions ravis que vous partagiez votre histoire, expliqua-t-elle au téléphone. Tant de personnes âgées sont confrontées à l'isolement. Votre perspective pourrait être précieuse. Debout au podium un mois plus tard, face à une salle remplie de professionnels de la santé, de travailleurs sociaux et d'organisateurs communautaires, j'ai senti la présence de Holly de manière aiguë. Ma belle-mère est morte seule, ai-je commencé, ma voix ferme malgré l'émotion qui me serrait la poitrine. Non pas parce qu'elle n'avait pas de famille, mais parce que sa famille a choisi de ne pas être là. J'ai partagé l'histoire de Holly, épuré des détails les plus douloureux, son nom changé pour protéger le peu d'intimité qui restait, me concentrant plutôt sur la nature insidieuse de l'isolement des personnes âgées, comment cela se produit non pas dans des moments dramatiques, mais dans une série de petites trahisons, appels téléphoniques manqués, visites reportées, réponses dédaigneuses. Le centre communautaire que nous avons créé ne concerne pas seulement les activités ou les services, ai-je expliqué. Il s'agit d'être témoin de la vie des autres. Il s'agit de créer des espaces où les gens sont vraiment vus et entendus, surtout lorsque leurs familles biologiques leur font défaut. Après mon discours, une file de personnes attendait pour me parler. Beaucoup partageaient des histoires similaires, parents ou grands-parents dont les enfants s'étaient éloignés, voisins âgés qui passaient des jours sans parler à un autre être humain. Avez-vous envisagé d'écrire un livre ? Demanda une femme en me tendant sa carte. Je suis éditrice chez Meridian Publishing. Votre message mérite un public plus large. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Les mots coulaient facilement, comme s'ils attendaient la permission d'émerger. J'ai écrit sur Holly, sur ses journaux, sur la femme que j'avais appris à connaître seulement après sa mort. J'ai écrit sur le deuil, non seulement pour son décès, mais pour la relation que nous aurions pu avoir si j'avais reconnu sa solitude plus tôt. Mais à mesure que le manuscrit progressait au cours des mois suivants, il se transforma. Les premiers chapitres, imprégnés de pertes et de regrets, cédèrent la place à quelque chose d'inattendu, l'espoir. Je me suis retrouvé à écrire sur le Havre de Holly, sur la communauté qui s'était formée entre ses murs, sur la guérison qui se produit lorsque les gens se rassemblent avec un but. J'ai intitulé le manuscrit La lettre qui m'a libéré, un hommage à la dernière communication de Holly qui avait changé le cours de ma vie. Mon éditrice l'a adoré,
le qualifiant des « examens opportuns de l'obligation familiale », des soins aux personnes âgées et de la découverte de la force dans des endroits inattendus. Les nouvelles voyageaient, comme toujours dans les petites villes. J'ai appris par Eleanor que Travis avait déménagé en Arizona, remarié seulement 6 mois après la finalisation de notre divorce. Il avait trouvé du travail chez un concessionnaire automobile, une régression par rapport à l'entreprise qu'il avait été contraint de vendre lorsque les prêts étaient arrivés à échéance. Sa nouvelle épouse avait 24 ans, une ancienne réceptionniste de son ancienne entreprise. Apparemment, ils essaient déjà d'avoir un bébé, rapporta Eleanor lors d'une de nos séances de thé hebdomadaires. J'ai hoché la tête, ne ressentant rien d'autre qu'un vague sentiment de pitié pour une femme qui ne savait pas dans quoi elle s'était engagée. La trajectoire de Stella avait été différente. Selon les rumeurs de la ville, elle avait pris un poste de nuit au restaurant ouvert 24 heures sur 24 sur l'autoroute, servant des camionneurs et des insomniaques. Diane Lygrec avait vu une fois, plus mince, plus pâle, sa langue acérée habituelle notablement absente. Elle m'a regardé sans me voir, dit Diane. Elle n'a même pas voulu croiser mon regard quand elle a apporté le café. Je n'ai jamais répondu à ces mises à jour, jamais exprimé de satisfaction ou de regret. La dernière instruction de Holly, souris, tourne-toi et va-t'en, était devenue mon mantra, non par cruauté ou vengeance, mais par la certitude tranquille que certains ponts, une fois brûlés, devaient le rester. Le livre fut publié au printemps, coïncidant avec le 2e anniversaire du Havre de Holly. L'événement de lancement, organisé dans la salle communautaire du centre, attira une foule étonnamment nombreuse. En signant des exemplaires et en acceptant les félicitations, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point les choses auraient pu être différentes si Holly avait été entourée ne serait-ce que d'une fraction de ce soutien durant ces derniers jours. Plus tard dans la soirée, après que les traiteurs eurent remballé et que le dernier invité fut parti, je suis sorti vers le chêne massif derrière le cottage. Ses branches s'étendaient vers le ciel qui s'assombrissait, les feuilles bruissant dans la douce brise. À sa base, j'ai déposé un bouquet de fleurs sauvages, la même variété qui avait poussé dans le jardin de Holly quand elle et Ben avaient acheté ce terrain pour la première fois. Tu n'as jamais été oublié, ai-je murmuré, posant ma paume contre l'écorce rugueuse, et maintenant, moi non plus. La brise se leva, envoyant des pétales danser autour de mes pieds. À ce moment-là, j'ai ressenti un profond sentiment d'achèvement. Le passé, avec toute sa douleur et sa trahison, restait là où il devait être, derrière moi. L'avenir s'étendait devant, construit non pas sur les fondations chancelantes de l'obligation familiale, mais sur le sol solide de la vérité, du respect et de la force tranquille. Le dernier cadeau de Holly n'avait pas été l'argent ou la propriété, c'était la permission de me définir selon mes propres termes, de reconnaître les relations toxiques et de m'en éloigner sans culpabilité, de construire quelque chose de significatif à partir des cendres de la déception. Alors que le crépuscule s'épaississait en nuit, je suis retourné au cottage, à la maison qui était devenue à la fois sanctuaire et mission. Demain apporterait de nouveaux visiteurs au Havre de Holly, de nouvelles histoires, de nouvelles connexions. Le travail continuerait, évoluant d'une manière que même Holly n'aurait pu imaginer. Et quelque part, j'aimais à penser qu'elle regardait, non pas avec amertume ou regret, mais avec la satisfaction tranquille d'une femme dont le dernier acte de défi avait créé des vagues de changements bien au-delà de sa propre vie. C'était cela, décidai-je, la véritable signification de l'héritage, non pas ce que vous laissez derrière vous, mais ce qui pousse à partir des graines que vous plantez. Holly avait planté des graines de vérité dans le sol aride de la trahison, et contre toute attente, quelque chose de beau avait fleuri. Si cette surprise d'héritage a coupé le souffle vous a laissé pantois, explosez ce bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Courtney a remis à Travis les papiers du divorce dans le même parc où il l'avait demandé en mariage. Quelle justice poétique! Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes sur la façon de tenir bon. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.